Bon, bah écoutez, on va démarrer. Je suis pas sûr que vous m'entendez bien. Si vous pouvez juste me mettre un petit message dans le chat pour me confirmer que vous m'entendez, que... Ah bah super, génial, merci Sébastien. Top, bah écoutez, on va démarrer, hein. On va pas attendre plus longtemps. Euh, Bon, bah écoutez, déjà merci d'être présent. Donc c'est le premier webinaire Flippa en français. Et aujourd'hui, on va parler donc de valorisation d'entreprise web. Voici ce qui est au programme. Donc, on va commencer par parler, enfin, je vais commencer par présenter Flippa, ce qu'on fait, notre promesse, etc. Ensuite, on parlera brièvement du processus de session pour donner un peu un cadre à tout ça, parce que quand on parle de valorisation, on parle quand même de session d'entreprise avant tout. Et ensuite, on entrera dans le vif du sujet. On parlera de la méthode théorique de valorisation, des multiples par catégorie d'actifs, comment ils diffèrent, etc. Et comment nous, on suit ça chez Flippa. Les KPI qui influencent le multiple. Euh, et pour finir, on regardera des études de cas pour illustrer un petit peu tout ça. Donc, démarrons. Qui sommes-nous, Flippa, qui on est pour ceux qui ne connaissent pas et qui participent à ce webinaire. Donc, Flippa, c'est le leader mondial de la session d'entreprise web. Donc, on fait 12 000 sessions par an. Et notre promesse, c'est de démocratiser le M&A, de démocratiser les exits et que ce ne soit plus réservé finalement qu'aux grosses boîtes. Donc, pour y arriver, on a développé des outils technologiques qui sont uniques sur le marché et on a rassemblé la plus grosse communauté d'acheteurs au monde voilà, pour réussir à faire en sorte que le M&A soit accessible à tous. Et donc, moi, rapidement, donc je suis responsable du marché français chez Flippa. Ça fait 4 ans que je suis intermédiaire en session entreprise web, enfin presque 4 ans. Je suis du coup intervenu principalement sur, on va dire, trois grandes typologies de sessions. Des sessions de e-commerce, de sites de contenu et de SaaS. Voilà, c'est les trois grandes classes d'actifs sur lesquelles je suis intervenu. J'ai donc closé une vingtaine d'opérations sur les 4 dernières années avec des valos moyennes aux alentours de 500 000 euros. Avant de faire ce métier, j'étais dans un cabinet qui s'appelle KPMG où j'avais un background plutôt financier. Je faisais de la due diligence buy-side et sell-side sur des opérations M&A, mais pas du tout spécialisé web. Du coup, démarrons avec le processus de session. Donc, le processus de session d'un business web, en tout cas le processus standard chez Flippa. Donc, la première chose à garder en tête, c'est que ce process-là, il dure en général 6 mois. Voilà. Et donc, là, je vous ai présenté les différentes étapes. Donc là, 1 et 2, bon, je les ai séparés, mais c'est plus ou moins la même étape pour moi, c'est la valorisation et la préparation du dossier. Donc en général, pour ma part, c'est quelque chose qui ne prend pas plus de 2 semaines. En tout cas, si le cédant est assez réactif et me transmet les éléments rapidement. Voilà, cette première phase, elle est importante parce que c'est à ce moment-là que moi, je vais vraiment me plonger dans les dossiers, comprendre le dossier, connaître le dossier. Ça va me permettre après, derrière, évidemment, de le vendre aux acquéreurs avec qui je vais échanger. Ensuite, on passe à la phase de recherche d'acheteurs. Donc, c'est la step 3. Donc là-dessus, moi, j'ai 4 canaux que je vais actionner pour trouver des acquéreurs. Le premier, évidemment, c'est la base Flippa, l'annonce sur Flippa qui va générer du flux et la base de données Flippa, la base d'acheteurs Flippa que je vais aller interroger et dans laquelle je vais aller contacter des acheteurs qui sont pertinents pour tel ou tel business. Le deuxième canal, c'est des sites d'annonces partenaires. Donc, j'aime bien utiliser notamment Fusac, Alvo Market, etc. Ça, c'est simplement pour donner un maximum de visibilité à mes annonces de session.
Le troisième canal, c'est mon réseau perso. Donc, moi, j'échange avec des repreneurs actifs au quotidien. Et donc, voilà, j'ai ce réseau que je vais activer. Quand je rentre un dossier, je vais aller regarder un petit peu dans ces personnes-là avec qui je suis en contact assez proche, qui pourraient être intéressés et je vais leur pousser le dossier. Et le quatrième canal, c'est le démarchage direct ou le démarchage ciblé. Le démarchage ciblé, c'est quoi? C'est assez simple. Je vais travailler avec les cédants pour faire une liste de repreneurs pertinents. Donc, en général, ça peut être des concurrents, ça peut être des boîtes voilà, qui gravitent dans cet écosystème et qui pourraient avoir des synergies à la reprise. Et derrière, je les contacte. Donc voilà, l'objectif évidemment, c'est d'avoir le plus d'acheteurs pertinents dans le process. Ça permet d'augmenter évidemment les chances de closer en bout de course. Et donc, une fois qu'on a ces acheteurs dans le process, on démarre les phases de présentation. Donc, je présente le dossier, le pitch, entre guillemets. On passe l'étape de Q&A. Donc, quand je pitch un dossier, après, en général, il va y avoir une phase de questions-réponses qui va s'enclencher avec les repreneurs. S'ensuit en général des rencontres acheteurs-vendeurs. Donc, j'aime bien organiser des visios avant de pousser pour obtenir des offres pour que les acquéreurs potentiels puissent vous rencontrer en tant que cédant, etc. Donc, l'objectif de toutes ces étapes-là, évidemment, c'est d'obtenir des lettres d'intention, donc des LOI, et ça, c'est l'étape 4. Une fois qu'on a signé une LOI, on passe à l'étape des due diligence, pendant laquelle, en fait, on a des acquéreurs qui vont creuser leurs audits, qui vont regarder que tout ce qu'on leur a communiqué dans la première phase, bah, finalement, c'est juste, c'est correct. Et si tout se passe bien et que ces due diligence ressortent positives, on va passer à l'étape 6, qui est la contractualisation et la finalisation du deal. Donc, pendant cette étape-là, les avocats rédigent des contrats de cession. On les signe, l'acheteur va libérer les fonds sur le compte séquestre de Flippa, le vendeur va passer la main de manière effective sur le business, et une fois que c'est fait, on lui délivre les fonds. Donc voilà pour le process. Après, j'ai ajouté une slide parce qu'on m'a récemment demandé finalement qu'est-ce que vous faites en tant qu'intermédiaire que je ne suis pas capable de faire moi-même. Voilà, je voulais ajouter quelques points là-dessus et préciser voilà, là où je vois de la valeur sur le rôle d'intermédiaire finalement. Le premier point, c'est qu'on connaît le processus et qu'on est capable de le driver. Donc ça, c'est assez important. Évidemment, pas tous les cédants ne connaissent voilà, les différentes étapes d'un processus de cession, les spécificités qu'il peut y avoir, etc. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on connaît tout ça, on est aguerri et on est en mesure de faire avancer le process correctement. Le deuxième point, c'est qu'on est détaché émotionnellement. Et ça, c'est un point extrêmement important. Mais les entrepreneurs, évidemment, l'exit, c'est une étape très importante pour eux. Et donc, parfois, et j'ai déjà fait cette expérience-là, euh, les cédants peuvent parfois partir un petit peu en cacahuète pour dire les choses clairement et peuvent faire carrément casser un deal parce que bah, ils perdent leur nerf dans les négociations, etc. Donc nous, on est là aussi pour temporiser, calmer le jeu, etc. Et être détaché finalement émotionnellement, tout simplement. Le troisième point, c'est que avoir un broker intermédiaire, c'est aussi envoyer un message fort aux acquéreurs avec qui on va échanger, un message de concurrence. Euh, Quand on est là, ils savent qu'il y aura d'autres acheteurs potentiels sur le dossier et donc ils ne vont pas faire une offre au rabais, ils vont faire l'offre qu'ils sont capables réellement de payer. Donc c'est aussi une manière de mettre la pression sur les acquéreurs. Et le quatrième point, c'est que, là c'est plus spécifique à Flippa, mais les brokers chez Flippa, on bénéficie quand même d'un support d'outils techniques qui nous permettent d'être extrêmement efficaces dans la gestion des dossiers. Et surtout, on bénéficie d'un réseau qui est considérable d'acquéreurs potentiels et ça nous facilite les deals. Parfois, ça nous permet de faire des deals très rapides. Du coup, voilà pour cette petite introduction sur le process de session et sur le rôle du broker. Et donc, on va passer à la partie qui vous intéresse, j'imagine, qui est la valorisation. Donc, pour démarrer,
parlons de la méthode de valorisation et la question donc, que tout le monde se pose avant de céder son entreprise, c'est combien vaut mon business? La réalité, c'est qu'un business, il vaut ce qu'un acheteur est prêt à payer en bout de course. Donc, on peut utiliser plein de méthodes, on peut fixer n'importe quel prix au départ, élevé, pas élevé, etc. En bout de course, la réalité, c'est que le business vaut ce qu'un acheteur est prêt à payer et c'est l'offre et la demande. Il y a quand même des méthodes qui nous permettent de valoriser de manière théorique et de se rapprocher au plus près du prix de cession finale. Et la plus utilisée, c'est la méthode des multiples de BE. C'est celle qu'on utilise chez Flippa, qu'on suit voilà, principalement. Cette méthode, elle est assez simple. Finalement, on prend le BE annuel retraité et on le multiplie par un coefficient multiplicateur. Donc pour les business web qui est compris entre x1,5 et x6. Vous allez me dire, effectivement, c'est une fourchette très large. On va voir justement après quels sont les KPI qui vont driver le multiple vers le haut ou à l'inverse, le tirer vers le bas. Et donc, cette multiplication très simple va nous donner la valeur d'entreprise. Avant de passer à la partie KPI, analyse de ce qui va augmenter, baisser la valo, je veux juste m'attarder là sur deux points qui sont entre parenthèses d'ailleurs sur la slide et voilà, qui méritent clarification. Le premier, c'est retraité. Qu'est-ce que ça veut dire finalement retraité? Ça veut dire tout simplement que nous, on ne va pas se baser sur l'EBE purement comptable. Donc voilà, si vous êtes entrepreneur, vous savez que vous avez des comptes en fin d'année qui sortent et que dans ces comptes, il y a un résultat d'exploitation qui apparaît, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser votre structure de charge et on va faire ce qu'on appelle des retraitements. Donc, je vous donne quelques exemples. Des retraitements, ça peut être des retraitements de charges non essentielles. Donc, par exemple, j'ai un véhicule en leasing sur ma société. Ma société fait du dropshipping. Je n'ai pas forcément besoin de ce véhicule en leasing, c'est du confort. Donc, nous, on considère que c'est non essentiel, on va le retraiter. Voilà, ça, c'est un exemple assez courant. Autre exemple, c'est des charges qui sont finalement plutôt assimilables à de l'investissement. Donc, par exemple, j'ai un SaaS, je viens de sortir une nouvelle fonctionnalité qui est très demandée par les utilisateurs, qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a coûté 50 000 euros sur l'exercice 2024, par exemple. On n'a pas forcément tous les experts comptables qui vont passer ça en actif, qui vont l'amortir, etc. Il y en a qui vont passer ça en charge parce qu'on a fait appel à un freelance et finalement, c'est de la charge externe pour eux. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retraiter ou à minima l'amortir. Cet investissement qui baisse le BE de 50 000 sur l'exercice 2024. Donc voilà, ça, c'est des exemples typiques. Les retraitements, ils sont en général plutôt à l'avantage du cédant, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter en général le BE, mais ils peuvent aussi être à la baisse. J'ai eu des cas où c'était à la baisse. Et le deuxième point, entre parenthèses, c'est hors élément d'actif-passif. Donc ça, c'est assez important également. Quand on fait cette formule-là, BE annuel retraité x 6, par exemple, donc on fait 200 000 de BE x 6, 1,2 million de valo. Mais cette valo, elle représente quoi? En fait, elle représente la valeur du fonds de commerce. Mais parfois, on ne vend pas le fonds de commerce, on vend les titres de sa société. Et quand on vend les titres de sa société, on vend l'actif et le passif de sa société. Et donc, on vend le stock, la trésorerie, les dettes. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un calcul qui va être fait quand on vend les titres de sa société. C'est qu'on va prendre ces 1,2 million qu'on a calculé comme étant la valorisation de base du fonds de commerce et on va regarder finalement en date de signature des contrats de cession ce qui est présent dans la société à ce moment-là. On va faire une photo à cette date-là et on va tout simplement faire valeur du fonds de commerce plus stock plus trésorerie moins dette. Voilà, tout simplement, et ça va nous donner la valeur des titres. Donc voilà pour les précisions. Ça, c'est donc, voilà, on va dire, la partie théorique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir regarder aussi ce qui se passe en pratique, finalement, sur ces valorisations. Sur Flippa, on fait 12 000 sessions par an, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous donne beaucoup de données.
Et cette donnée, finalement, nous, elle nous aide, on l'exploite en interne pour les valorisations, c'est-à-dire qu'on va aller regarder voilà, sur la méthode des comparables, des business comparables, ce qu'ils faisaient, combien ils sont vendus, etc. Mais surtout, c'est que c'est des données pardon, hop, c'est des données qu'on rend publiques. Donc, vous avez accès à ces données-là. Vous pouvez vous rendre, et je vous ai mis le lien vers la page en question, sur la section Data Insight de Flippa, sur laquelle vous allez avoir des infos sur voilà, des e-commerce au Q4 2024 se sont vendus en moyenne tant sur Flippa, le top 10% s'est vendu en moyenne tant sur Flippa, etc. Donc, c'est très intéressant. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est finalement les multiples par classe d'actifs. Comme je vous le disais en introduction, moi, je suis intervenu principalement ces dernières années sur 3 classes d'actifs, le e-commerce, le contenu et le SaaS. Et on observe des multiples qui sont parfois un petit peu différents sur ces classes-là. Donc, sur le e-commerce, fois 1,5 jusqu'à fois 5, contenu fois 1,5 jusqu'à fois 4, SaaS fois 2,5 jusqu'à fois 6. C'est des fourchettes, donc évidemment, il peut y avoir des cas, et c'est déjà arrivé, hein, on a une session qui se fait de manière un peu plus exceptionnelle en dehors de la fourchette, au-dessus ou en dessous d'ailleurs. Mais globalement, c'est les fourchettes qu'on observe. Et donc, on le voit, il y a des petits écarts, notamment sur le SaaS, où on a des multiples un petit peu plus élevés, et sur le contenu, où on a des multiples qui montent un peu moins haut que, par exemple, sur le e-commerce. Point à garder en tête, c'est que ces catégories-là, je n'ai pas mis les sous-catégories. Donc, dans le e-commerce, par exemple, il y a à la fois Amazon FBA et le dropshipping. Et clairement, les multiples sur le Amazon FBA et sur le drop, ce n'est pas les mêmes. Donc, voilà, c'est aussi important de garder ça en tête. Mais ça vous donne voilà, des fourchettes assez larges que vous pouvez garder en tête et appliquer assez simplement. Donc voilà pour les multiples par catégorie d'actifs et on va rentrer sur la partie qui, je pense, est la plus intéressante, c'est les KPI qui finalement influencent la valo et qui font qu'on va être dans la fourchette haute ou dans la fourchette basse. Avant de vous présenter ces KPI, je voulais juste faire une petite parenthèse avec l'analyse finalement d'un business web, comment elle se fait, parce que c'est quand même assez spécifique. Et pour moi, il faut le comprendre quand on fait de la valorisation d'entreprise web. Quand on veut comprendre la valorisation d'entreprise web, c'est qu'il y a vraiment 3 familles d'analyses qu'on va faire pour analyser un business digital. La première, évidemment, c'est l'analyse financière. Donc ça, c'est commun à tout type de business. On va regarder évidemment l'évolution du CA, l'évolution de la marge, de l'EBE, le poids et l'évolution des différents postes de charge dans la structure de charge, etc., etc. On va faire des retraitements d'EBE dont je vous parlais avant. Ça, c'est l'analyse financière. Ensuite, il y a l'analyse business qui, elle aussi, est assez commune, c'est-à-dire que n'importe quel business, que ce soit un business web ou pas, on va faire une analyse entre guillemets business. Et l'analyse business, qu'est-ce que j'entends par là? C'est finalement une analyse de marché, une analyse de la concurrence, une analyse des éventuelles dépendances du business à des fournisseurs, etc., où le business se situe dans la chaîne de valeur et à qui il est dépendant, des clients, des fournisseurs, etc. Comment fonctionne la supply chain, etc. Donc ça, voilà, c'est des caractéristiques business. Moi, j'appelle ça comme ça en tout cas. Et la troisième typologie d'analyse, c'est l'analyse web, donc là, qui est vraiment propre au business web. Et ça, c'est finalement assez simple. C'est l'analyse finalement des canaux d'acquisition client et la solidité de ces canaux. Donc, comment j'ai des clients qui arrivent sur mon e-commerce? Est-ce que c'est du SEO? Est-ce que c'est du SIA? Est-ce que c'est du mailing? Est-ce que j'ai une bonne répartition sur différents canaux? Est-ce que je suis dépendant à un canal? Si je suis dépendant à un canal, finalement, je suis dépendant à SEO, par exemple, on va creuser un petit peu plus. Le SEO, est-ce qu'il est solide? Est-ce que dans le SEO, il y a une dépendance à une requête, à des mots-clés, etc., etc., à une page?
Donc voilà, et donc ça, c'est vraiment ce que moi j'appelle l'analyse web et ce qui a énormément d'importance quand on vend un e-commerce, un site de contenu et même un SaaS. Donc voilà, on en vient aux facteurs qui influencent les multiples. Et donc, il y en a une multitude, ça c'est le premier point. Il y en a, je ne vais pas dire une infinité, mais il y en a beaucoup. Et parfois, sur certains deals, il y en a qui vont prendre plus d'importance que d'autres, alors que ce n'est pas forcément les plus communs, etc. Mais bon, sans vous faire une présentation ultra détaillée, exhaustive de tout ça, moi j'ai décidé de vous en présenter 5 qui sont pour moi les plus importants et qui ont le plus d'impact sur finalement les valorisations. Donc, le premier, c'est la taille. Donc, plus un business est gros, plus les multiples de valorisation sont élevés. Euh, Moi, j'interviens donc sur des deals entre 100 000 de valo et plusieurs dizaines de millions d'euros. Et je peux vous dire qu'effectivement, sur des gros deals, les multiples ne sont pas les mêmes que sur des petits deals. Voilà, ça, c'est le premier point. Ça a une extrême importance. Le deuxième point, c'est l'ancienneté. Donc, ça, c'est assez évident. Mais voilà, un business qui a 15 mois à profit égal va valoir moins qu'un business qui a 15 ans. Voilà, troisième point, la tendance. Bon, encore une fois, ça très évident, mais forte croissance, c'est mieux que forte baisse quand on vend. Ça, c'est assez clair. Quatrième point, la prédictibilité. Donc ça, c'est à quel point finalement le repreneur peut prévoir les revenus futurs de la boîte. Et c'est notamment là-dessus que les SaaS tirent leur épingle du jeu. Et c'est pour ça souvent que les SaaS ont des multiples qui sont un peu plus élevés que les e-com ou les sites de contenu. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des e-commerce qui vont aussi bénéficier de ce facteur-là. Donc, par exemple, on peut avoir des business qui vendent du consommable, qui ont une base de clients fidèles avec une forte récurrence. Et là-dessus, ça va tirer le multiple vers le haut pour du e-commerce. Et le cinquième point, c'est l'indépendance, au sens large. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est finalement, il y a plusieurs types d'indépendance, mais ça peut être l'indépendance à un fournisseur, à un canal d'acquisition, on en parlait juste avant sur l'analyse web, à un produit, à un mot-clé en SEO. Donc voilà, il y a plusieurs sortes de dépendance ou d'indépendance. Et évidemment, plus un business est dépendant à quelque chose, plus le risque est élevé et donc moins le multiple sera élevé. Donc voilà, et à droite, je vous ai mis des exemples diamétralement opposés. Donc voilà, un business qui a un EBE supérieur à 300 000 euros, qui a 10 ans d'existence, qui est en croissance, qui a une récurrence client élevée, qui est totalement indépendant à une source de trafic, à un fournisseur, à un client, etc., a plus de chances effectivement d'être dans le haut de la fourchette qu'un business qui fait moins de 50 000 de BE, qui a 2 ans d'existence, dont les revenus sont en baisse, qui n'a pas de récurrence client et qui est dépendant à l'ADS. Voilà, pour vous donner vraiment des exemples à l'opposé. Je vous ai mis un KPI bonus pour finir sur les KPI. C'est la typologie d'acheteurs. Ça fait un peu le pont avec le premier KPI que je vous ai présenté, qui est la taille du business. Pourquoi? Simplement parce que il y a certains acheteurs corporate euh, qui ne vont pas regarder des deals en dessous d'une certaine taille. Donc moi, par exemple, j'échange depuis plusieurs années avec le directeur M&A d'un grand groupe média français. On a déjà fait une opération avec eux. Mais eux, par exemple, quand je leur présente des dossiers, c'est arrivé assez fréquemment qu'ils me disent, c'est très intéressant, mais c'est trop petit pour nous. Et voilà, ça, c'est assez typique. Donc, j'ai distingué là-dedans, dans ce petit tableau, 3 typologies de deals et les acteurs qui y sont liés. Quel impact ça a aussi sur les valorisations? Le premier, c'est le reprenariat. Et là-dessus, la typologie d'acteurs, c'est les entrepreneurs individuels. Voilà, des personnes qui veulent reprendre un business, se lancer dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Là-dessus, je n'ai pas mis d'exemple, mais c'est des milliers d'opérations qui sont faites par Flippa. Voilà, la majorité des opérations, c'est ce type de reprise, donc avec des repreneurs individuels. Et en général, on a
des offres qui sont un peu en dessous de la moyenne avec cette typologie d'acheteurs. La deuxième typologie de deal, c'est la croissance externe. Donc là, c'est des boîtes établies, plus ou moins grosses d'ailleurs, qu'on a en face et qui vont racheter le business. Donc, je vous ai mis un exemple d'une opération que j'ai fait il y a 3 ans maintenant. C'est Monoreiller et moi qui avait été racheté par le groupe Willfair, qui est le groupe Ipnia, Willfair. Voilà, ils ont plusieurs e-commerce dans le domaine des matelas. Et Monoreiller et moi, c'était un e-commerce de thé d'oreiller, et d'oreiller d'ailleurs. Et donc, sur cette typologie-là de deal, dépendamment de l'acheteur qu'on a en face, ce n'est pas toujours ceux qui vont payer le mieux, mais il y a certaines boîtes qui, effectivement, vont être capables d'aller plutôt dans la fourchette haute. Et la troisième typologie de deal, c'est les build-up. Donc, un build-up, c'est quoi? C'est une boîte qui est backée soit par un fonds d'investissement, soit par un grand groupe et qui va faire de la croissance externe pour grossir. Et donc là, je vous ai mis un exemple d'une opération que j'ai menée aussi, c'est Lemon.fr qui avait été racheté par le groupe Humanoid, détenu par le groupe Ebra. Donc, voilà. Humanoid, c'est la boîte qui a racheté. Ebra, c'était le sponsor au-dessus qui finançait les acquisitions de build-up. Sur cette typologie-là d'acheteurs, en général, on est au-dessus de la moyenne. C'est ceux qui payent les meilleurs multiples. Donc voilà, effectivement, pour conclure là-dessus, la typologie d'acquéreurs avec qui on négocie a énormément d'impact sur la valorisation. Je reviens juste sur cette slide. Il y a un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que tout ça, ce sont des facteurs endogènes, c'est-à-dire qui sont dans le business. Mais il y a aussi des facteurs exogènes qui peuvent avoir énormément d'impact sur la valorisation. Par exemple, si on a un cédant qui est très pressé. Voilà, un cédant qui est très pressé, typiquement, ça va tirer la valorisation vers le bas parce qu'il va vouloir faire le deal rapidement et donc il est prêt à mettre une décote. Voilà. Ça, évidemment, c'est des cas particuliers, donc je ne le mets pas dans les KPI, même si c'est un KPI qui est extrêmement important. Ces facteurs exogènes, parfois, peuvent avoir énormément d'impact sur les valorisations. Mais là, je me suis cantonné finalement aux facteurs endogènes des business. Du coup, voilà pour cette présentation. Et pour finir et illustrer tout ça, je vous ai mis quelques études de cas de business qui ont été vendus du coup sur Flippa. Donc le premier, c'est Biztug, c'est un portfolio d'appli mobile qui a été racheté du coup par Apex, un agrégateur d'app. Donc là, voilà, typiquement, on est dans la catégorie build-up plutôt. Les agrégateurs, les fonds d'investissement, etc., c'est en général plutôt du build-up qu'ils font. Et donc, ce business, il présentait des KPI assez intéressants. En termes de taille, déjà 11 millions de revenus, 57% de marge d'EBITDA. Donc, voilà, on est sur un business qui a quand même une certaine taille. Des très bons ratings au niveau de l'app, etc. Et donc, un acquéreur qui a un profil plutôt de bons payeurs, c'est-à-dire les agrégateurs fonds d'investissement, en général, des bons deals. Et donc, là, pour le coup, ça a été le cas. Ce portfolio d'app s'est vendu 5,4 fois le BE retraité. Deuxième exemple, c'est Upgrade.chat. Donc, Upgrade.chat, c'est un SaaS qui permet de monétiser des groupes de discussion, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Slack, etc. Ça permet de créer une barrière finalement et que les utilisateurs, les membres, payent un abonnement en fait pour avoir accès à ces groupes de discussion. Et donc là, ce qui est assez intéressant avec ce business, c'est que, a priori, les KPI sont très bons. Voilà, un churn assez bas, 1,2 million d'ARR, ce qui est voilà, quand même une taille assez importante, un trafic organique. Voilà. Et pour autant, il s'est plutôt vendu dans la fourchette moyenne des SaaS, voire la fourchette basse des SaaS, à 2,8 fois le BE retraité.
Donc pourquoi? Bah, j'ai pas d'explication, c'est pas moi qui me suis occupé de ce deal-là, donc j'ai pas tous les insights à vous donner, mais parfois on a juste des surprises sur certains business et c'est finalement, comme je vous disais, le marché qui en bout de course va décider. Donc là, en face, en plus, on a donc un entrepreneur individuel, donc effectivement, c'est pas ceux qui payent le plus en général, mais pour le coup qui était fortuné, donc high net worth, donc ça aurait pu compenser, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, et dernier exemple, donc ça c'est un deal que j'ai fait, je vous en parlais juste avant dans les différentes typologies d'acheteurs, c'est un deal que j'ai accompagné il y a 2 ans. Donc c'était le rachat de Lemon.fr, un comparateur d'offres Internet et de forfaits mobiles, un site d'affiliation finalement, un site de contenu et d'affiliation, qui a été racheté par Humanoid.fr, qui eux-mêmes appartenaient au groupe EBA. Et donc, les KPI de ce site-là, c'est un site de contenu. Euh, L'acquisition, elle était SEO, SIA, il y avait une bonne diversification des canaux d'acquisition. Le site était leader sur sa niche en France, c'est important. Il y avait des millions de visites par an et un EBE retraité supérieur à 300 000, donc ça cochait aussi les cases de taille. Euh, donc, à votre avis, je vous ai mis des petits points d'interrogation là, si vous voulez jouer au jeu, après vous n'êtes pas obligé, mais à votre avis, à quel multiple s'est vendu ce business? Vous n'avez pas d'idée? Fois 5. D'autres qui dit mieux? Pas d'autre avis? Ah bah, effectivement, ce business, il s'est vendu à x4 le BE. Donc, pour un site de contenu, c'est la fourchette haute, clairement. C'est pas au-delà de la fourchette, on n'est pas hors fourchette, mais on était dans la fourchette haute. C'était un très beau deal, du coup, avec un acquéreur, voilà, un acquéreur assez costaud, on va dire, dans le cadre d'un build-up. Donc voilà, ça faisait pas mal de facteurs qui faisaient que euh, l'opération s'était assez bien déroulée de ce point de vue-là. Bah écoutez, voilà pour les études de cas. Donc, what's next? Si vous voulez, alors je ne sais pas d'ailleurs si là, parmi les participants, vous êtes plutôt côté acheteur ou côté vendeur. Mais en tout cas, si vous êtes vendeur, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Vous avez un lien ici. Contacter par mail. Si vous voulez en savoir plus sur Flippa, vous pouvez visiter le site. Je vous ai mis aussi le lien vers les insights dont je vous parlais tout à l'heure et le lien vers des success stories et articles de blog pour retrouver voilà, quelques histoires assez parlantes. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en tant qu'apporteur d'affaires et de participer au referral programme. Si vous connaissez par exemple quelqu'un qui veut vendre son business, vous nous mettez en relation avec lui et derrière vous touchez une commission sur notre commission. Voilà, ça peut être intéressant et sans avoir à faire grand-chose. Un petit QR code si vous voulez, un lien vers mon agenda pour qu'on échange, soit si vous voulez discuter voilà, des business que j'ai en vente en ce moment, si vous êtes plutôt acheteur, aucun souci. Si vous êtes vendeur et que vous voulez discuter d'un potentiel projet de session, avec plaisir également. Écoutez, est-ce que vous avez des questions suite à tout ça? N'hésitez pas, j'aime bien répondre aux questions, donc n'hésitez surtout pas si vous avez quelques questions, on peut échanger. On n'a pas abordé les bises un peu border. Euh, c'est quoi la question? Ok, style adulte, rencontre, etc. Euh, ouais, voyance. Ouais, ouais, moi je vois très bien ces typologies de deals. Euh, oui, c'est le même processus. C'est à peu près le même processus. Là où il va y avoir une différence, ça va être sur le nombre d'acquéreurs qu'on va réussir à mettre dans le process, parce que voilà, faut avoir une aversion au risque qui est moindre, et puis ou alors il faut quand même connaître le secteur. Mais c'est pas des business qu'on n'est pas capable de vendre, en toute transparence.
Alors moi, là, actuellement, j'ai deux business qui sont un peu en zone grise, que j'ai pris sous mandat. Alors, il y a pas toutes les... on ne prend pas n'importe quel business sur Flippa, je le précise quand même, mais voilà, tout ce qui est adulte, on ne fait pas. Rencontres, on peut faire, mais ça dépend quand même de la typologie des rencontres, etc. Voyance, c'est un peu moins blacklisté. Voilà, voyance, ésotérisme, etc., c'est des sujets sur lesquels on peut intervenir. Et après, border de manière plus large sur des, des business voilà, qui sont risqués d'un point de vue juridique, pas forcément parce qu'ils sont illégaux, mais parce qu'ils sont dans une zone grise. Voilà, ça, c'est des dossiers sur lesquels moi, je suis déjà intervenu dans le passé. Clairement, les valorisations, la fourchette qui s'applique, c'est pas la même. C'est-à-dire que si on se dit qu'on est sur du fois 1,5 à fois 5 sur un e-commerce classique, un e-commerce dans ces univers-là, voilà, on va plutôt être à fois 1, fois 2,5. Voilà. Et donc après, derrière, c'est les différents KPI qui vont tirer le multiple plutôt vers fois 1 ou fois 2,5. Mais clairement, il y a un impact fort sur la valorisation sur ces business-là. Il y a un marché moindre, il y a beaucoup moins d'acheteurs qui sont intéressés et il y a un risque qui est beaucoup plus élevé. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de les vendre, mais il ne faut pas s'attendre aux mêmes valorisations. Merci pour la question. Autre question? Pour les SaaS, les méthodes de valo sont les mêmes? Ouais, bah effectivement, en gros, pour les SaaS, nous, on fonctionne aussi sur la méthode des multiples de BE. Je sais qu'il y a d'autres méthodes qui sont utilisées sur les SaaS, notamment plutôt un multiple de l'ARR, donc sur les revenus directement. Moi, je trouve ça moins pertinent, tout simplement parce que bah, il y a des SaaS qui ont des structures de charges différentes. Si on se base uniquement sur les revenus, ça veut dire que un SaaS qui a une acquisition, deux SaaS qui font la même chose, un qui a une acquisition totalement organique et le second qui a une acquisition 100% ads et qui balance des sacoches tous les mois pour obtenir des clients, bah, en théorie, ils peuvent avoir la même valorisation, alors qu'il y en a un qui clairement a un meilleur profil, une meilleure rentabilité. Donc oui, moi je préfère me baser sur les multiples de BE et après sur la méthode de valorisation, c'est la même chose. On applique le multiple sur le BE retraité et ce multiple-là, il est impacté par différents KPI, notamment les 5 que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Voilà, ils font partie des KPI qu'on va regarder aussi sur des SaaS. Après, il y a d'autres KPI plus précis, plus typiques des SaaS, mais qui finalement s'intègrent quand même dans les grandes catégories. Par exemple, je pense au churn. Le churn, finalement, ça rentre dans la catégorie 4 que je vous ai mentionné tout à l'heure, qui est la prédictabilité du business. Donc oui, c'est le même processus de valorisation, la même méthode de valorisation pour les SaaS. D'autres questions? Non? Bon, bah écoutez, si c'est tout pour vous, merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire, de m'avoir écouté et bah, vous allez avoir les slides, donc vous allez avoir le lien vers mon agenda, etc. Avec plaisir pour aborder les sujets plus en profondeur pendant des calls en one-to-one. Donc n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Salut.